Donc, on est présentement avec Vincent Perra, animateur de Culturé et co-animateur du plan de cours et aussi étudiant au bac en histoire à l'UDM. Salut Vincent. Salut Gabriel, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, en fait, je t'ai invité juste pour une question de contexte. On s'est parlé pendant l'émission du Top 50 de CISM. Oui, une belle soirée, puis je suis content d'être ici. Ouais, c'était vraiment une belle soirée. Et aller l'écouter à la maison, le Top 50, c'est vraiment de la bonne musique dans le top anglo et franco. Et pendant ce temps-là, on avait de la pizza, puis un peu de bière, c'était bien le fun. Mais on a eu une discussion, toi et moi. On a parlé un peu d'un des invités que j'ai eu, qui est Mathieu Arsenault, à l'été passé. Puis il se trouve que c'est un de tes professeurs. Oui, exactement. C'est un de mes profs de cette session même que j'ai pour un cours qui parle de résistance et surtout d'activisme politique autochtone au 19e siècle au Canada. Ouais, c'est ça. Puis en parlant de ça, ben on est tombé un peu sur le sujet de c'est quoi raconter l'histoire autochtone quand t'es pas autochtone toi-même. Oui, puis ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines, justement, à Culturé, qui est donc une émission d'histoire que j'anime à CISM, j'ai fait justement un épisode sur le complexe du sauveur blanc, qui est donc cette idée d'un héros blanc dans l'histoire de, je sais pas, le récit de la lutte d'une population colonisée ou d'un peuple oppressé, donc un peu les biais qu'on a quand on raconte l'histoire d'une population qui est pas la nôtre. Donc, je sais pas, par exemple, l'histoire d'anciens esclaves, puis ben, le personnage principal est blanc. Ouais, moi j'ai étudié en histoire, en arts et lettres, cinéma et communication. Fait que l'idée du sauveur blanc, je la connais très bien. C'est quelque chose qui est très présent dans le cinéma américain, puis aussi canadien en quelque sorte, là. C'est un terrain fertile pour les réflexions. Mais là, l'idée de t'inviter ici, c'était un peu pour clore un peu la boucle de la discussion que j'avais eue avec Mathieu Arsenault et aussi Médéric Sioui en septembre dernier, où on a parlé de l'histoire autochtone, puis un peu comme notre perspective à nous, les gens qui sont pas autochtones, sur cette histoire-là, puis comment on peut approcher ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire essentiellement. Donc, c'est quoi un peu le contexte de comme l'enseignement de cette histoire-là au Québec et au Canada présentement? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le fond, il y a un peu ce qu'on appelle le récit national. Hein, donc, par exemple, pour le Québec, c'est toute cette idée que le Québec, c'est donc c'est vraiment une histoire très linéaire qui était enseignée dans les écoles. Donc, c'est le récit des colons français qui s'établissent. Et ensuite, ben, il y a la guerre de conquête, il y a la période britannique. Donc, c'est vraiment un peu le récit standard. Sauf que, justement, dans le fond, c'est un récit que de plus en plus, on critique, bon, évidemment, je dirais ces dernières années, dans les faits, il y en a qui le critiquent depuis des décennies. Donc, c'est un peu une vision qu'on a de l'histoire qui exclut les minorités, qui exclut les autochtones, qui exclut les femmes. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, hein, parce que justement, il y a beaucoup de réformes dans l'enseignement, surtout au secondaire, de l'histoire. Et ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on veut réformer, à chaque fois qu'il y a des gens qui proposent des réformes dans l'enseignement de l'histoire au secondaire, par exemple pour donner plus de place aux Autochtones, pour moins mettre systématiquement en opposition les Canadiens français et les Canadiens anglais, par exemple parler plus d'échanges culturels ou de formes de collaboration, ou alors par exemple pour parler de la place des femmes dans l'histoire du Québec, ben ce qui arrive c'est qu'il y a un peu comme deux camps qui se forment. Il y a un camp un peu plus progressiste qui propose ce genre de réforme-là, et de l'autre côté, il y a un camp un peu plus conservateur. Puis là, bon, je schématise beaucoup, hein, parce que je sais que c'est beaucoup plus nuancé que ça dans la vraie vie, mais donc, il y a par exemple des gens qui vont dire, ah, ben, aujourd'hui, l'histoire est écrite par les minorités. Ça, c'est des gens comme Éric Zemmour, qui sont un peu comme à l'extrémité du spectre politique, mais on peut penser à Mathieu Bock-Côté au Québec. Et donc, il y a un peu cette idée que le moral l'emporte sur le politique, qu'on désormais on peut plus rien dire parce que c'est plus politiquement correct. Et donc c'est souvent ça fait jaser. Je pense par exemple, moi je suis en train de faire un travail qui porte sur l'île au massacre, qui est au Bic, qui est donc une petite île dans le parc régional du Bic. Ma famille vient du Bas-Saint-Laurent. Et donc cette île au massacre tire son nom d'un supposé massacre qui aurait eu lieu au 16e siècle de Micmac par
bon, ça c'est pas certain, mais soit par des Malécites, soit par d'autres Micmacs, soit par des Iroquois de Saint-Laurent. Et donc, cette mention-là a été retirée dans une nouvelle édition des manuels scolaires pour les gens secondaires, et donc il y a des gens qui ont protesté, et ainsi de suite. En tout cas, c'est parce que l'histoire du Québec, pendant très longtemps, il y avait toute une martyrologie des saints, comme, je sais pas, Saint-Jean de Brébeuf, qui est allé convertir les Iroquois, puis, ou les Hurons, je sais plus, puis qui a été tué, qui a été scalpé. Donc, voilà. Donc, c'est ça, il y a un peu l'histoire est un peu la source de conflits politiques, du moins de débats dans la sphère publique, puis ça, je vous apprends probablement rien. Là. Et donc voilà. Puis ce qui arrive, c'est que à répétition, dans l'actualité, il y a des scandales qui impliquent, par exemple, les termes de colonialisme, de racisme systémique, de génocide culturel. Hein. Le plus récent en date, c'est celui sur les pensionnats autochtones, hein, les tombes d'enfants anonymes qui ont été trouvées. Mais dans les faits, on pourrait remonter à Oka, on pourrait remonter jusqu'au 19e siècle pour ce genre de polémique-là. Ou alors on peut penser je sais pas, au blocus ferroviaire fait par des manifestants en faveur de la nation Wet'suwet'en dans sa lutte pour des droits territoriaux. Et donc, ce qui arrive, c'est que comment dire, c'est ce genre de débat-là, ça amène des questions à savoir est-ce que par exemple, c'est quoi un peu comment délimiter le concept de responsabilité collective pour ce genre de problématiques sociétales ou sociales qui sont donc considérées par systémiques par certains, mais qui ne le sont pas par d'autres. On pense à Legault, qui a beaucoup de difficultés avec les termes de génocide culturel, avec le terme de racisme systémique, parce que génocide culturel, d'ailleurs, c'est un terme qui a été proposé par la Commission de vérité et réconciliation canadienne, qui avait été commanditée par Trudeau après son élection en 2015. Et donc, c'est un débat sémantique, mais c'est plus que ça. C'est aussi un débat parce que quand on accepte ou quand on admet un peu ces réalités-là de discrimination qui sont pas juste, mettons, l'œuvre de personnes qui sont des racistes par eux-mêmes, mais qui sont vraiment des processus historiques structurels, ça implique des réparations, ça implique des reconnaissances, ça implique de résoudre le problème, puis parce que c'est bien beau reconnaître, mais ensuite ça demande des actions concrètes pour essayer de réparer les injustices qu'on est en train de décrire. Puis ça me fait penser d'ailleurs un bel exemple de ça, puis c'est des débats pas juste dans la sphère publique, mais aussi au sein de la communauté historienne. C'est que le 30 juin, donc juste avant le 1er juillet, qui est la Journée nationale du Canada, mais qui est aussi donc qui cette année était une journée de commémoration pour les enfants morts dans les pensionnats, le conseil d'administration de la Société d'histoire du Canada, ou tout connu comme le CHA, qui est donc qui est donc un peu une association professionnelle des historiens canadiens, a publié une lettre ouverte dans laquelle qui est donc adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration de cette société d'histoire, d'ailleurs dont fait partie M. Arsenault que tu as reçu à l'émission. Et donc, dans cette lettre, ils affirmaient que lorsqu'il est question du traitement des Premières Nations et des Métis et des Inuits par le gouvernement canadien, on peut bel et bien parler de génocide, qui est donc un terme très fort, hein, qui fait appel à tout un imaginaire de la Shoah, de l'Holocauste, ou en tout cas de plein d'autres incidents dans le genre, du génocide du Rwanda, donc qui est un terme très fort et qui s'assume. Et donc, ils donnent leur raison. Hein. Ils font appel à la tradition orale, ils font appel aux travaux de la commission de réconciliation et vérité. Ils décrivent un peu c'est quoi les processus qui ont lieu, la dépossession territoriale, les rafles sur des enfants autochtones, les relocalisations forcées, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est arrivé ensuite, quelques jours, quelques semaines plus tard, c'est que il y a une lettre ouverte signée. En fait, il y a eu quelques lettres ouvertes signées par quelques dizaines d'historiens où ils vraiment dénonçaient un peu le conseil d'administration de la Société d'histoire du Canada pour avoir publié cette lettre-là, parce que selon eux, c'était pas du tout justifié. Donc, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a un enjeu sémantique de oui, il y a des violences, mais on reconnaît pas que c'est un génocide. Il y a des enjeux
aussi éthique et professionnelle, dans le sens que selon eux, c'est pas à la Société d'histoire du Canada de se prononcer, donc ça amène aussi des enjeux sur des débats sur le rôle social des historiens au Canada. Est-ce que c'est... il y a un peu ces deux visions conflictuelles qui, dans les faits, sont peut-être plus complémentaires qu'autre chose entre le savant qui se veut neutre et impartial et objectif, et l'historien plus engagé qui parle de problématiques actuelles. Puis pour beaucoup de gens, c'est comme si les deux étaient irréconciliables, alors que dans les faits, c'est pas nécessairement le cas. Et donc, ça montre un peu une frange plus conservatrice chez les historiens versus une frange qui est peut-être un peu plus progressiste. Puis bon, aujourd'hui, dans les dernières semaines, avec M. Legault, qui est notre premier ministre, qui accuse Gabriel Nadeau-Dubois, l'un des co-porte-parole de Québec solidaire, d'être un woke. On voit donc qu'il y a tout un discours qui est en train de se créer autour de formes de militantisme plus engagées, qui sont donc moins bien perçues par une partie de la population. On peut penser à toute la peur complètement irrationnelle qu'il y a eu pendant les manifestations pour dénoncer la mort de George Floyd aux États-Unis. On parlait des antifascistes, on les décrivait comme des terroristes subversifs qui infiltraient l'État. Donc, en tout cas, il y a tout un nouveau paradigme, une nouvelle redivision du spectre politique qui est en train d'avoir lieu. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est en train un peu de devenir l'un des enjeux qui, de façon systématique, reviennent de façon quasiment cyclique dans le débat public. On peut penser, par exemple, au déboulonnement de la statue de John A. Macdonald, parce que à cause de sa participation dans le régime colonial canadien. D'ailleurs, il y a aussi cet enjeu-là de sémantique, qui est à savoir comment est-ce qu'on parle de colonialisme. Moi, je me souviens, j'ai écouté une entrevue avec une historienne française qui parlait de l'histoire du Niger. Il y a des différentes façons de nommer les événements qui impliquent une des représentations. Est-ce qu'on parle de conquête, par exemple, par la France de l'Algérie, ou est-ce qu'on parle d'occupation coloniale? Où là, vraiment, c'est un terme qui est plus péjoratif. Donc, tout cet imaginaire-là qui est mobilisé juste en fonction du vocabulaire qu'on utilise pour décrire les événements de l'histoire coloniale canadienne. Ouais, ben justement, tu parles de comment on nomme les événements, puis nous autres ici, on parle justement de conquête, quand on parle de la bataille des plaines d'Abraham, puis comment on s'est fait conquérir. Ouais, ben, ça d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant parce que le Québec a un rapport qui est très particulier avec l'enjeu de l'anticolonialisme et l'enjeu de l'anti-impérialisme. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le début du 20e siècle, dès, je sais pas, mettons, Henri Bourassa, on parle d'anti-impérialisme quand on parle de nationalisme canadien-français. On résiste contre l'impérialisme britannique. Puis c'est pas nécessairement les souverainistes, c'est même des fédéralistes, mais qui sont donc, on est canadien, mais on n'est pas des sujets britanniques. Donc, ça se manifeste par exemple par l'opposition à la conscription, le faible taux de participation à la guerre des Boers. Il y a la conscription aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de l'opposition à ça. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Et donc, à partir des années 40, il y a la décolonisation au niveau international. Les anciens empires coloniaux européens sont en train de se disloquer pour une seconde fois. La première fois, c'est en Amérique latine, mais là, c'est plus en Afrique, par exemple. Et les Canadiens français s'identifient à ces mouvements de décolonisation-là. Je pense notamment au cas de l'Inde, où c'est un peu un exemple d'anti-impérialisme britannique qui est mobilisé au Québec par les nationalistes québécois. Parce que justement, on se reconnaît dans ce combat-là. On peut penser aussi au mouvement civique, des droits civiques des Afro-Américains avec, Malcolm X et Martin Luther King. Là aussi, il y a des nationalistes québécois qui s'identifient à ce mouvement-là. Par exemple, Pierre Vallière, c'est ça où j'en dis justement. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un changement de paradigme, il y a un changement dans la façon dont on se représente l'histoire québécoise. Et donc aujourd'hui, surtout par exemple des gens de notre génération à nous, surtout les plus jeunes générations, ou les gens plus
progressistes, on veut, sur l'échiquier politique, considèrent que les Québécois et les Canadiens français ont participé au processus de colonialisme, de colonisation des Premières Nations qui a eu lieu. Donc oui, donc voilà, c'est un peu cet enjeu-là de les Québécois ont été des colonisateurs, que ce soit par les instances du gouvernement québécois qui a remobilisé, qui a relocalisé de force des nations autochtones. Je pense notamment à ce cas absolument absurde. Pendant les années 50 et 60, la Sûreté du Québec a fait abattre des centaines de chiens de traîneau inuits parce que justement pour eux c'est un peu des chiens errants, puis il y avait toute cette mentalité-là de sédentariser de force des nations qui avaient des modes de vie semi-nomades, entre autres parce que leur mode de subsistance reposait sur la chasse. Puis d'ailleurs, Jean Charest s'est officiellement et publiquement excusé au nom du gouvernement québécois pour ça. Donc c'est reconnu par le gouvernement. C'est pas juste des complots de complots woke. Ouais, exact. Donc voilà. Puis il y a aussi, par exemple, un autre aspect qui est très important, surtout quand on parle de pensionnat, c'est l'enjeu de l'Église, les missions de conversion. Puis là, bon, c'est sûr, je suis pas en train de dire que le processus de christianisation était intrinsèquement mauvais. C'est pas ça l'enjeu, c'est souvent les gens qui sont contre des formes de reconnaissance des violences du colonialisme vont comme un peu dire que on est en train de faire notre procès du passé, on est en train de juger avec les valeurs d'aujourd'hui ce qui se passait dans le passé, mais l'enjeu c'est plus de justement, si on veut être objectif par rapport à un phénomène, il faut être aussi objectif et donc observer les conséquences délétères et négatives que ces processus ont eu. Parce que oui, bon, dans certains cas, les missionnaires se portaient à la défense de certaines communautés autochtones, par exemple contre les officiers de la compagnie de la baie d'Hudson. Sauf que dans d'autres cas, ça a mené justement au pensionnat où il y avait des formes de sévices physiques, il y avait des formes de maltraitance, de négligence qui ont causé des décès, mais aussi qui ont causé des traumatismes chez les survivants. Des traumatismes qui d'ailleurs, on observe qu'il y a des conséquences intergénérationnelles. Donc chez les enfants des gens qui ont survécu au pensionnat, il y a encore comme des conséquences de ça, de ces formes de maltraitance. Puis bon, ça c'est en plus de tous les enjeux d'accès inégal à l'éducation, au système de santé, les discriminations dans le système de santé, avec Joyce Echaquan que ça aussi ça a beaucoup fait jaser. Le manque d'accès à de l'eau potable, à l'électricité, le taux de décès, le taux de mortalité infantile, le taux de consommation de drogue, qui sont donc des problématiques vraiment très graves vécues par certaines communautés autochtones, mais qui sont utilisées pour renforcer certains stéréotypes racistes envers les autochtones. En tout cas, donc, il y a tout l'enjeu de comment est-ce qu'on parle de ces problématiques-là sans renforcer des préjugés, puis sans généraliser. Ouais, il y a juste deux choses que j'aimerais dire à propos de ça. C'est, premièrement, j'en parlais avec, je pense que c'est Médéric Sioui. Le truc avec les pensionnats, c'est que c'est tellement récent, quand même, encore à ce jour, ils en construisaient, je pense, dans les années 50. Je pense que le dernier pensionnat a été construit dans les années 50. Oh, puis les derniers ont été fermés dans les années 80 ou quelque chose comme ça, là. Ça fait que c'est pas quelque chose qui appartient au loin passé. Les personnes qui ont vécu ça, ces sévices-là, il y a beaucoup qui sont encore vivantes aujourd'hui. Non, c'est ça. Dans la division, parce que bon, j'aime pas trop catégoriser, mais mettons, entre la division progressiste et conservateur, entre guillemets, il y a souvent cet enjeu-là de comment est-ce qu'on comprend ce genre de scandale historique. Est-ce qu'on met l'accent sur les ruptures entre le passé et le présent, de voir que notre société est passée à autre chose, que ce genre de choses-là sont terminées puis de les laisser dans le passé, ou alors est-ce qu'on met l'accent sur les continuités, à savoir que il y a donc le présent est vraiment un peu le résultat ou la conséquence logique de ces formes de sévices, de ces formes de discrimination, et donc qu'on en vit l'héritage direct, en quelque sorte.
C'est ça, mais ça fait un lien avec la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on parle, admettons, de génocide culturel, puis de choses comme ça, qu'on a tendance à voir les sévices, comme tu dis, de manière un peu individuelle, mais je pense que la chose qui est à retenir, c'est que c'est l'accumulation de ces choses-là, sur ces pressions-là, sur ces communautés-là, qui fait en sorte que c'est invivable pour... Absolument, puis il y a des exemples plus quantitatifs qui permettent d'observer ça. Évidemment, c'est plus difficile de faire parler les chiffres, mais je sais pas, quand on pense au Québec, avec la revanche des berceaux, dont la population doublait à chaque génération au début du 20e siècle, et avec un gros boom démographique, puis ensuite on se dit les Autochtones étaient en situation de comme stagnation démographique jusque dans les années 50-60. C'est seulement à partir des années 50-60 que le nombre d'Autochtones, à cause de la croissance démographique, là, pas à cause de qu'ils ont changé la définition, a recommencé à augmenter. Donc, il y a des situations de précarité dans l'histoire qui sont vraiment récentes, puis dont on n'a pas idée. On parlait tantôt de la conception du génocide au Canada, donc le génocide culturel, mais c'est quelque chose de controversé, pour utiliser un euphémisme, disons, parce que on se compare souvent comme aux autres nations, surtout aux États-Unis, où le génocide est plus clair et plus violent. Oui, bon, c'est sûr que... Bon, c'est sûr si on exclut, par exemple, la répression des révoltes métisses et du Nord-Ouest dans la deuxième moitié du 19e siècle par le gouvernement fédéral, c'est sûr qu'il y a eu moins d'exemples probants de violence armée envers des communautés autochtones au Canada. Puis là, je dis pas ça pour défendre le Canada, mais c'est sûr que quand on compare avec les États-Unis, où là, il y a plus d'événements recensés, vraiment de massacres commis par l'armée. Le plus connu, c'est peut-être le Trail of Tears, donc de nations autochtones de la côte est américaine qui ont dû partir vers l'ouest, qui a traversé plusieurs centaines de kilomètres parce qu'ils avaient perdu donc leur territoire ancestraux, puis c'est amené par exemple à la création de l'Oklahoma. Il y a ce réflexe quand on parle des Autochtones, mais pas que des Autochtones, c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. Il y a ce réflexe de toujours dire que c'était pire ailleurs, pour se justifier. Les Français nous ont dit que les pires, c'était clairement les Britanniques, puis les Espagnols, avec le général Amherst qui donnait des couvertures infectées à la polio à des Autochtones, ou avec les Espagnols qui ont détruit les empires aztèques et incas. Les Britanniques eux aussi disent que les Espagnols c'était eux les pires, que les Britanniques c'était plus civilisé, puis les Espagnols eux ils disent que c'était pire chez les Britanniques. Donc il y a un peu ce réflexe un peu puéril de se renvoyer la balle. Puis donc par exemple un exemple puis qui s'applique pas aux Autochtones, mais il y a cette idée qui est très présente au Québec qu'il n'y avait pas d'esclaves et pas d'esclavage en Nouvelle-France, que ce soit d'Autochtones ou d'Africains. Dans les faits, c'est faux, il y en avait. Il y en avait à Montréal même. Mais donc, il y a un peu cette mémoire sélective qui met l'accent sur l'amour fraternel entre les Français puis les Autochtones. Puis c'est vrai que les Français, l'une des raisons pour lesquelles ils étaient peut-être moins brutaux, c'est parce que, surtout dans les Grands Lacs, un territoire dont ils dépendaient pour l'accès aux fourrures, qui était importante pour leur économie, ils n'avaient pas, à part quelques forts, ils n'avaient pas vraiment d'assises sur le territoire. Donc, ils dépendaient d'un réseau d'alliances avec des Autochtones pour s'approvisionner, parce qu'ils n'avaient pas encore de colonisation, de peuplement dans les Grands Lacs, comme ils avaient dans la vallée du Saint-Laurent ou comme les Britanniques avaient sur la côte Est. Mais donc, est-ce que c'était vraiment parce qu'ils aimaient les Autochtones, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'imposer leur force? Ça, c'est le genre de questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. J'ai souvent l'impression que dans ce cas-ci, c'est plus comme un genre d'accident de l'histoire, parce que t'es le Canada français, la colonie française, on l'a appris au secondaire, c'est une colonie comptoir. Donc, il n'y avait pas nécessairement d'intérêt à comme brutalement réprimer les populations qui étaient ici, parce que le but n'était pas d'investir le territoire autant qu'admettons les Britanniques. Oui, puis il y a toute la façon aussi dont on raconte les violences avec la Confédération Haudenosaunee, donc les Iroquois.
souvent on va dire, les Iroquois, ils sont arrivés dans un village, ils ont scalpé tous les habitants, ils ont ramené les femmes comme esclaves. Mais dans les faits, souvent, ces raids-là, c'était des raids de punitifs parce que 3 semaines avant, les Français étaient allés dans leur village puis leur avaient tiré dessus pour aider leurs alliés Huron-Wendat. Donc, souvent, c'est la façon dont on raconte la guerre où on ne voit pas comme un cycle de violence qui est vraiment comme initié par les deux camps, mais on le voit comme les gentils colons français qui arrivent sur un territoire inhabité. Puis là, il y a les méchants Iroquois qui arrivent. Puis bon, aujourd'hui, c'est plus que trop comme ça, donc ça peut paraître un peu caricatural comment je raconte. Mais il y a 50 ans, c'est comme ça qu'on racontait l'histoire de la Nouvelle-France. Puis donc, c'est intéressant. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a des parallèles à faire avec aujourd'hui. Hein. Il y a certaines personnes, certains commentateurs politiques plus conservateurs qui, justement, lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter à Montréal, ils disaient, pourquoi est-ce que une problématique qui est très américaine a autant d'influence au Québec? Puis là, c'est un peu une façon de délégitimer les manifestations puis les protestataires en disant que c'est parce que ils ont juste accès au réseau d'information américain, puis donc alors que dans les faits, c'est pas si pire au Québec. C'est un peu une façon de dire c'est pire ailleurs, donc pourquoi vous plaignez? Alors que dans les faits, juste des violences policières contre les Noirs à Montréal, il y en a. Il y a eu quelques exemples saillants récemment. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire, là, j'ai l'impression de dire beaucoup de choses qui sont très consensuelles, mais c'est parce que des fois, on se rend compte que quand on sort un peu de notre bulle de gauchiste dans la sphère académique ou sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a ces idées-là qu'on prend pour acquis qui sont encore relativement marginales dans d'autres pans de la société québécoise. Ouais, ça me fait juste penser un peu, tu parlais comme d'esclavagisme puis de choses comme... On n'en parle pas puis on le sait juste pas. Moi, j'habite un quartier comme relativement historique sur l'île de Montréal qui est surtout Récollet dans le quartier-ville. Et c'est un ancien... C'est un des premiers villages qu'il y avait sur l'île de Montréal. Puis l'affaire qu'on dit pas, c'est que les terres ont été défrichées. Mais les terres ont été défrichées par des gens des Premières Nations, des Autochtones, parce que c'était des gens des Autochtones qui étaient avec l'Église, qui venaient comme genre s'éduquer avec eux, puis c'était comme des religieux en quelque sorte, puis ils leur donnaient un bout de territoire, puis ils le défrichaient. Puis à un moment donné, quand il y avait des Français qui se pointaient là, pour venir comme habiter ici, ils utilisaient comme des excuses comme l'alcool, puis tout ça, puis là, ils bougeaient, ils envoyaient à une autre place, défrichaient d'autres terres, puis il y avait des... Ouais. Donc c'est ça, puis bon, c'est exactement le processus qui a eu lieu au 19e siècle. C'est que dans le fond, il y a beaucoup de nations autochtones. Souvent, c'était des nations qu'on appelle domiciliées, donc qui vivaient pas là avant l'arrivée des Français, mais par exemple les Huron-Wendat, qui vivaient dans la péninsule de l'Ontario et qui ont été donc chassés de là par les guerres, par les maladies, qui sont venus s'installer sur des seigneuries qui ont été données à des congrégations religieuses pour les éduquer. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la christianisation, c'est pas intrinsèquement mauvais, parce que dire ça, c'est un peu retirer de la gentilité aux nations autochtones ou aux autochtones qui se sont convertis, puis qui n'en sont pas pour autant moins autochtones que les autres. Mais donc, c'est ça. Donc, ils s'installent sur des terres. Puis d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a pas encore il y a pas de traité dans la vallée du Saint-Laurent, de traité de cession territoriale officielle avec certaines nations. C'est parce que, quand les Britanniques ont pris possession du territoire, ils ont considéré que la situation était réglée. Sur ce territoire-là, que les Français s'étaient arrangés avec les Autochtones. Donc, puis à l'époque, au 17e siècle, il n'y avait pas de traité. Là. C'était pas une pratique qui était encore faite comme au 19e siècle. Et donc, il y a beaucoup de nations. On peut penser à la réserve de Kanawake avec des Mohawks, des Kanien'kehá:ka. Donc, cette réserve-là, par exemple, les gens qui habitaient là, ils défrichaient pas autant de territoire que les autres colons, des seigneuries voisines qui étaient donc des colons canadiens, français ou anglo-canadiens. Il y avait cette idée de maintenir des territoires de forêt pour maintenir la chasse, qui est une activité de subsistance. Donc, il n'y a pas une occupation du territoire qui se fait de la même façon que dans le reste du monde colonial. Et donc, les voisins de ces gens-là, ils disent, regardez, eux, ils s'occupent pas de leur seigneurie, ils construisent pas de routes, ils n'entretiennent pas les routes. Donc, c'est un mauvais investissement de laisser ces territoires-là aux Autochtones, surtout que supposément, nos territoires sont saturés
pas que supposément, parce que c'est vrai qu'il y avait une saturation du monde agricole à l'époque, mais regardez, ça crée de la pauvreté, donc les Canadiens français s'en vont en exil aux États-Unis. Donc, on devrait plutôt prendre ces territoires-là, les diviser en lots individuels, puis donc privatiser la terre, parce qu'à l'époque, il y avait une gestion communautaire des terres par les clans autochtones, et donc les vendre en actions à des colons. Donc, ça va engendrer des revenus pour l'État, ça va faire que les colons vont mieux entretenir la terre. Donc, puis c'est ce qui est intéressant aussi, justement, on voyait ça dans mon cours d'activisme politique autochtone, c'est que certains autochtones vont justement se présenter comme des colons pour défendre leurs droits territoriaux. Ce qu'ils vont dire, c'est, regardez, on s'habille comme des colons, on parle la langue des colons, on est éduqués, nous aussi, on a investi plusieurs centaines de dollars pour créer des infrastructures sur notre territoire. On est des bons colons, on est même des meilleurs colons que les autres. On a nos routes, on pratique l'agriculture comme n'importe quel bon colon. C'est pas tous les autochtones qui pratiquent la chasse pour se nourrir. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont un peu tenter de faire respecter leurs droits. Dans certains cas, ça va pas fonctionner, mais dans d'autres, oui. Ils vont aussi mobiliser un réseau diplomatique qui se rend jusqu'à Londres, parce que jusqu'à la première moitié du 19e siècle, la gestion des affaires indiennes, puis là je dis indienne parce que c'est le terme officiel, hein, le terme légal, c'était une juridiction de Londres et pas encore du gouvernement fédéral. Et donc, des fois, il y a cette perception, même chez les mouvements alliés aux Autochtones, que être autochtone, c'est nécessairement être opposé au colonialisme. C'est nécessairement, comme ton existence même, c'est une contradiction du régime colonial. Alors que dans les faits, les Autochtones, c'est pas juste des opposants au régime colonial, c'est aussi des acteurs qui ont leur agentivité, qui collaborent avec les activités, les autorités fédérales. Puis je sais que ça sonne bizarre dit même, parce qu'on est habitué à dire « le colonialisme, c'est mal », mais le colonialisme à l'époque, c'est juste la politique, l'économie normale. Donc, les Autochtones ne vivent pas en marge de l'histoire canadienne. Ils en sont des acteurs, ils font de l'activisme politique, ils ont des réseaux de mobilisation, ils signent des pétitions qu'ils envoient à des gouverneurs. Donc, ils font partie intégrante du monde colonial. C'est des partenaires commerciaux. C'est, dans certains cas, ils se marient avec des Blancs, puis donc, ça crée des enjeux de métissage. Donc, il y a un peu cette idée qu'on a que même chez les gens qui se veulent progressistes, que les Autochtones sont toujours en marge de l'histoire, soit en marge puis ça les concerne pas, soit ils sont activement des résistants aux autorités coloniales. Puis il y a même des gens qui sont pour la privatisation des terres autochtones parce qu'ils reconnaissent pas l'autorité de leur propre conseil de chefferie de bande. Puis pour eux, donc quand le conseil de chef de bande vend les terres, ben eux ils essaient de racheter leur propre lot individuel. Puis donc, en tout cas, sur ce cas-là, ça crée plein d'autres enjeux légaux, parce que des fois, les Autochtones sont considérés comme des mineurs devant la loi, donc ils peuvent pas racheter leurs terres. Les femmes perdent plus facilement que les hommes leur statut d'Autochtone. Donc, en tout cas, ça crée plein d'autres enjeux. Mais donc, c'est ça un peu le faire de l'histoire autochtone, c'est pas juste faire de l'histoire des Autochtones qui sont à part ou qui sont des opposants, c'est aussi des acteurs. Puis je pense que c'est ça un peu le plus gros enjeu quand on fait. Puis c'est pas juste, ça s'applique pas juste à l'histoire des Premières Nations du Canada, ça peut être si vous faites de l'histoire de l'Afrique subsaharienne ou de l'Inde précoloniale ou du monde musulman, c'est que d'un coup, il y a comme une tension entre deux je sais pas comment dire, deux émotions, deux considérations. D'un côté, on a une curiosité qui est tout à fait saine, qui est tout à fait normale pour une société qui est pas la nôtre. C'est ça qui est fun avec l'histoire, c'est sortir de ses souliers, c'est explorer, c'est découvrir une autre société qui comprend le temps, l'espace, la vie d'une façon autre que la nôtre. Ça nous permet d'avoir ensuite une nouvelle perspective sur notre propre société. C'est ça, hein, c'est de la curiosité scientifique pour quelque chose qui est différent de nous. Mais d'un autre côté, quand on fait de l'histoire, ensuite on découvre c'est quoi l'orientalisme, donc le rapport que l'Europe avait à l'Orient. On découvre c'est quoi les biais que les historiens de l'époque coloniale avaient par rapport aux sociétés coloniales. Comment est-ce que eux, ce qu'ils écrivaient sur, par exemple, des sociétés autres que les sociétés européennes,
Ensuite, c'était mobilisé pour justifier des projets de civilisation, de cristallisation, de colonisation. Comment c'était utilisé pour justifier des hiérarchisations des races, hein, comme on les appelait à l'époque. Donc, un peu l'ancêtre vraiment pas politiquement correct de l'ethnographie ou de l'ethnologie d'aujourd'hui, où là, on voyait vraiment les différentes sociétés humaines comme des souches raciales différentes. Et donc, on n'a pas le choix, quand on voit ça, de se demander, est-ce que j'ai pas moi-même des biais? Est-ce que je suis pas même en train de reproduire certains préjugés par rapport à mon sujet? Puis ça implique pas nécessairement un enjeu de décolonisation. Moi, par exemple, je fais surtout de l'histoire religieuse du clergé au début du 20e siècle. Ben, il faut que je fasse attention à pas perpétuer le préjugé selon lequel si t'es un membre du clergé, t'es nécessairement un arriéré qui est contre la modernisation de la société canadienne-française. Donc, c'est toujours de se questionner sur c'est quoi notre rapport à l'histoire, c'est quoi notre rapport à notre sujet, qu'on est un étudiant en histoire ou un professeur en histoire, c'est quoi les biais cognitifs, puis les biais de pensée que les sources, les corpus de sources que nous, on étudie peuvent mobiliser, hein, parce que si vous faites juste de l'histoire de la Révolution française à partir de sources des bourgeois, ça va pas être la même chose que si vous utilisez des sources de l'aristocratie. Puis là, je vous apprends rien, mais dans le fond, c'est un peu ce principe-là d'être critique par rapport à quels sont les biais qu'on pourrait entretenir et perpétuer, ou les préjugés. Puis, mais bon, dans tous les... J'ai un exemple que je trouve intéressant. Par exemple, j'avais un cours sur l'histoire de la Chine, et au 19e siècle, il y a beaucoup de missionnaires européens et nord-américains qui vont en Chine. Et donc, je me souviens, je sais pas si c'était le prof ou dans l'une des lectures, mais il y a quelqu'un qui disait les historiens occidentaux ont tendance à constamment exagérer ou à amplifier l'influence et l'importance de ces missionnaires-là dans le processus de centralisation et de modernisation de la Chine. Et les historiens chinois, eux, ont constamment tendance à minimiser leur rôle. Donc là, c'est pas tant un enjeu de qui a raison ou qui a tort, c'est plus des perspectives. Puis c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que peu importe le sujet qu'on a fait, mettons l'histoire du Québec, ben il y a des historiens québécois puis il y a des historiens étrangers qui font de l'histoire du Québec. Puis ça permet des fois de renouveler les problématiques, d'avoir des perspectives autres. Puis donc, en tant que Québécois, moi j'ai un rapport à l'État, un rapport à l'identité nationale, un rapport à la langue qui est unique au monde, puis que, par exemple, un Français n'aura pas parce qu'il n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, en échangeant, en partageant nos perspectives, ça nous permet d'être encore plus critique de notre représentation du monde. Puis c'est ça l'essence même de faire de l'histoire, à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est de retrouver un peu sa place dans le monde et pas juste à l'intérieur. C'est pas juste l'histoire de ta communauté insulaire, mais c'est aussi exactement le rapport que tu vas avoir politiquement avec le restant des autres histoires qui t'entourent aussi. Et c'est exactement. En tout cas, merci Vincent, c'était super intéressant. Je trouve que c'est vraiment une bonne boucle pour clore la saison, ou du moins près de la fin de la saison pour les conversations qu'on a eues auparavant. Merci d'être passé. Ben, merci à toi vraiment beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment une super émission que tu as. Ouais, merci beaucoup. Moi, j'ai eu bien de fun. Moi aussi.